Alors, le dispositif que nous allons vous présenter est celui du centre RIVE, ou plutôt était le centre RIVE, Recherche et Intervention sur les violences extrémistes. Alors, je vais vous parler du dispositif RIVE, de l'équipe et de nos anciennes missions. Les origines. RIVE était un dispositif expérimental qui avait pour mission de favoriser le désengagement de la violence extrémiste et la réinsertion sociale des personnes. RIVE proposait un accompagnement pluridisciplinaire, intensif, individualisé et évolutif. La prise en charge des publics se réalisait en étroite collaboration avec les services pénitentiaires d'insertion et de probation, titulaires du mandat judiciaire. Le centre RIVE a été créé début 2017 suite à un marché public déposé par la direction de l'administration pénitentiaire. Ce marché public a été renouvelé et nous l'avons perdu car notre offre n'était pas la plus économiquement avantageuse, d'où l'utilisation donc du passé dans mon discours. L'ensemble de l'équipe a été licencié pour motif économique en octobre de cette année. Et c'est le groupe SOS, dont le président est Jean-Marc Borrello, qui a été désigné par la DAP pour reprendre le flambeau. En 2 ans, nous avons accompagné 22 personnes. Les personnes accompagnées par l'équipe RIVE étaient des hommes et des femmes majeurs, résidant en Île-de-France, en milieu ouvert, en pré- ou post-sententiel, donc non incarcérés et soumis à des mesures pénales restrictives de liberté. Poursuivis ou condamnés, soit pour des infractions en relation avec une entreprise terroriste, soit pour d'autres infractions et repérés par l'administration pénitentiaire comme radicalisés ou en voie de radicalisation. Les personnes étaient orientées vers le dispositif RIVE par le SPIP, suite à une décision judiciaire prononçant l'obligation particulière de prise en charge. Cette obligation particulière, créée par la loi du 3 juin 2016, consiste en une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique destinée à permettre la réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté. La prise en charge correspondait à la durée de la mesure judiciaire. Elle devait être au moins égale à 1 an afin que le dispositif puisse pleinement produire ses effets. Alors, l'équipe de choc pluridisciplinaire était composée de 4 référents sociaux, 2 psychologues, un référent cultuel, un psychiatre ici présent, un personnel administratif, une chargée de communication et d'une directrice docteur en droit ainsi que de chercheurs associés. Les chercheurs représentatifs de plusieurs disciplines remplissaient différentes missions: conception de la méthodologie de la prise en charge, puis participation au suivi du dispositif RIVE et appui à l'équipe, formation de l'équipe, production de connaissances, veille scientifique, etc. Le dispositif RIVE bénéficiait également de l'appui du réseau partenarial de l'association socio-judiciaire porteuse du dispositif, à savoir l'APCARS, Association de politique criminelle et de réinsertion sociale. Alors, nos missions, en regard des données évolutives du phénomène de radicalisation, les référents RIVE adoptaient une approche de type mentorat qui se conjuguait avec une approche éducative et psychosociale. Dans une première phase, l'équipe construisait un lien de confiance avec la personne et rassemblait des informations sur son parcours, sa situation. À travers une approche pluridisciplinaire, l'équipe identifiait des facteurs de risque ou besoins criminogènes qui avaient conduit la personne au passage à l'acte, ainsi que sa motivation au changement, ses potentialités, ses facteurs de protection, afin d'impulser un changement dans son comportement. De cette phase d'évaluation découlait un plan d'accompagnement personnalisé. L'accompagnement pouvait se faire selon différentes modalités: entretien individuel dans nos bureaux ou à l'extérieur, aide à la réalisation de démarches, activités socio-culturelles, intervention sur l'environnement familial et social, etc. L'évaluation et la prise en charge faisaient notamment recours à des outils issus de la psychocriminologie avec, entre autres, les modèles de prévention de la récidive, risque, besoin, réceptivité, RBR, et son outil d'évaluation, le LSCMI, et le Good Lives Model. Alors, la place du psychologue au sein de ce dispositif, Jérôme vous parlera du psychiatre. Donc, la mission première du psychologue clinicien au début du dispositif RIVE, c'était celle de soutien aux équipes, avec la possibilité de rencontrer les cas les plus complexes afin d'aider dans l'évaluation et la prise en charge. Cette mission s'est rapidement transformée, avec notamment l'introduction du programme RIVE construit par les chercheurs, puis l'adaptation de ce programme suite à nos retours du terrain. Ce programme mettait l'accent sur une évaluation psychocriminologique du risque et sur une prise en charge de type cognitivo-comportemental du public.
C'est également rajouté la question du mentorat, déjà utilisé par les référents sociaux, et qui est devenu une sorte de mentorat d'équipe. C'est ainsi qu'en tant que psychologue, j'étais, tout comme les référents sociaux et le référent cultuel, disponible pour les personnes suivies 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en cas de problème, et que je participais aussi à certaines activités socioculturelles avec les autres référents. Une philosophie de travail qui est assez plutôt originale, en fait, et non conventionnelle pour un psychologue. Et le psychiatre aussi. Le nombre de suivis et le peu de psychologues pour assurer leur prise en charge a également obligé à une modification de nos missions. Nous ne pouvions pas réaliser de prise en charge thérapeutique au sens propre. Nous n'en avions pas le temps. C'est alors poser la question du travail en réseau et des partenaires soignants dans les centres médico-psychologiques, CMP, et les centres hospitaliers, avec certains suivis qui avaient, en plus de l'obligation RIV, une obligation de soins. Nous avons alors été confrontés à la difficulté de trouver des partenaires soignants et confrontés aussi au refus de certains CMP de les prendre en charge à cause de leur profil pénal, des craintes et des représentations que l'on peut aussi retrouver avec d'autres publics, comme auteurs de violences sexuelles, par exemple. Et je tiens d'ailleurs aussi ici à remercier le centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre, qui a été vraiment très aidant pour la prise en charge de certains suivis atteints, par exemple, de troubles de stress post-traumatique ou d'anxiété sociale. Je finirai sur les profils des personnes que nous avons suivies, 22 donc au total. Je parlais du fait que nous n'avions pas le temps pour réaliser des prises en charge thérapeutiques, mais bien au-delà du temps, il y a aussi la question de nos missions de psychologue au centre RIV, c'est-à-dire l'évaluation psychocriminologique et une prise en charge qui est orientée sur la prévention de la récidive. Donc des missions qui ne sont pas celles d'un psychologue classique. Or, la plupart des personnes que nous avons suivies présentaient des problématiques dont la porte d'entrée religieuse ouvrait davantage sur des problématiques sociales, familiales, psychologiques, telles que, comme je le disais tantôt, troubles de stress post-traumatique pour les revenants, troubles anxieux, anxiété sociale, difficultés d'affirmation de soi, alexithymie, problématiques liées à l'identité, à la famille, etc., avec quelques troubles mentaux dont Jérôme parlera. Des problématiques donc qui peuvent être prises en charge par des psychologues et des psychiatres en CMP, s'ils l'acceptent, en centre hospitalier, en libéral, quand on a les moyens, etc. Je laisse à présent la parole au docteur. Bonjour, merci à tous ceux qui sont là d'être encore là, parce que c'est un peu marathonien. Et puis pour moi, ce qui est compliqué, c'est que tout ce que j'avais envie de dire a déjà été dit, enfin pas tout, mais presque. Alors, tout ça est une suite d'adaptation et de renoncement, ça doit être un peu comme la vie. Donc je vais essayer de vous parler, de resserrer sur ces 10 minutes là ce que j'ai pu faire et apprendre à Rives. Alors le psychiatre avait été recruté au départ pour faire des évaluations psychiatriques, c'était dans le cahier des charges, une sorte d'expertise qui disait pas son nom finalement, et il se posait un problème parce qu'on n'était pas vraiment mandaté pour ça, enfin pas du tout même, et que c'était quand même un problème en termes de secret, puisqu'il y avait des écrits, etc. Donc il ne fallait pas faire mention de diagnostic. Bon, ça tombait bien parce que diagnostic, on ne les a pas beaucoup utilisés, remarquez. Donc oui, c'est une boutade, mais c'est vrai parce que ce que j'ai pu constater, c'est que la nosographie psychiatrique traditionnelle individuelle n'était pas d'une grande utilité dans cette approche. Elle demeurait assez anecdotique et puis même qualifier quelqu'un de parano, de dépressif, renvoyer à une question individuelle. Or, on était, je parle à l'imparfait, mais moi je continue à faire ça dans mon travail, dans une prise en charge plutôt collective. Une chose que je voulais dire en entendant tout à l'heure Monsieur Garapon, c'est qu'on a eu un problème, mais je pense qu'il est toujours d'actualité, c'est qu'on a vu, avec les différentes lois antiterroristes, on a vu exploser une population judiciarisée qui est devenue tout d'un coup extrêmement hétérogène. Et en fait, cette hétérogénéité, elle va plus vite
que nos réflexions pour affiner les concepts. Alors du coup, il y a eu beaucoup de confusion, je trouve, dans les représentations que nous-mêmes, en tant que professionnels, on pouvait avoir du phénomène et la population qui se transformait en permanence. Ça a été pour moi une vraie difficulté parce que finalement, les condamnations, les détentions allaient plus vite que notre réflexion. Arrive, on a donc suivi 22 personnes, plutôt pour reprendre l'utile classification du rapport Bonelli et Carrier, je dirais plutôt des jeunes gens radicalisés de type engagé que révoltés. Alors, en effet, il y avait une présélection par les SPIP et les JAPAT sur les indications, donc ça, on n'avait pas la main dessus, mais du coup, on a eu un échantillon qui est ce qu'il est, qui n'est pas généralisable, mais qui, du coup, a orienté aussi un certain type de travail. Donc, je ne vais pas revenir sur les pathologies parce que je suis à peu près d'accord entièrement avec Guillaume Monod. On a les mêmes pourcentages, les mêmes choses. Mais du coup, moi, j'ai beaucoup utilisé pour éclairer ma lanterne la psychopathologie de l'adolescence d'une part, où il est beaucoup question de mouvements psychiques. Et puis les analogies avec la toxicomanie, parce que ça faisait partie de ma formation. J'ai participé à l'ouverture des centres méthadone, j'ai travaillé à Marmottan au début de ma carrière, donc j'avais un effet d'écho là, très sensible autour du phénomène toxicomaniaque et du phénomène radicalisation. Alors, on ne va pas le développer ici, c'est pas le sujet, mais autour de la mort, du rapport à la famille, de l'autonomie. Et puis surtout, on a la même chose parce que c'est pas la lecture d'un fonctionnement individuel qui est requis, c'est la lecture de l'articulation entre l'individuel et le collectif. Voilà. Alors, on se met là parce que c'est là que ça se passe dans la façon de travailler. C'est-à-dire que si on commence à s'intéresser à la lecture de l'articulation entre l'individuel et le collectif, on s'aperçoit très vite qu'on a besoin de penser autrui pour se sentir vivant et pour se sentir appartenir. Alors, tout à l'heure, Guillaume Corduan parlait des défenses projectives qui étaient un peu trop fréquentes. Ben oui, quand on a beaucoup de défenses projectives, ça signale qu'on n'arrive pas à penser autrui ou de manière totalement, je dirais, dégradée. Et cette façon de penser autrui, c'est en pratique semer le doute et l'étonnement, permettre d'avoir accès à l'ambivalence, susciter la tolérance à l'incertitude, parce que ce sont ces éléments-là qui vont permettre à ces jeunes, puisque c'est plutôt des jeunes globalement, d'avoir une contenance et de ne pas être, comme disait Fethi Bensamad, des êtres décontenancés. Parce que finalement, ce qu'on a retrouvé comme point de convergence chez toutes ces personnes, c'est une solitude intérieure. Alors une solitude intérieure, c'est pas un terme ni psychanalytique ni psychiatrique, mais moi, elle me convient bien parce que ça correspond à mes représentations, comment on fait rentrer quelqu'un pour ne plus être seul à l'intérieur de soi, et comment ces jeunes gens-là n'arrivent pas à faire rentrer des gens à l'intérieur d'eux-mêmes, à partager des discours. Et cette solitude, elle peut prendre plusieurs figures, tout à fait parfois contradictoires, celle de la dépression, celle de la révolte, celle de la soumission, celle de la transgression, celle de la recherche d'une nouvelle dépendance qui viendrait finalement apaiser cela. Rien de spécifique là-dedans, on l'a déjà dit tout à l'heure, l'anorexie dit exactement la même chose. Et donc si la solitude et la déliaison apparaissent comme le point de départ de l'engagement radical, la solution, c'est un souhait idéalisé et utopique d'en sortir grâce à la magie d'une greffe d'appartenance, une greffe express. C'est pour ça qu'on a employé le terme de born again, c'est une greffe express d'appartenance. Voilà. Ce qu'on a constaté également qui va de pair, parce que c'est au même moment ou même dans le développement, c'est que la question des rapports hommes-femmes, y compris la sexualité, elle était omniprésente, très peu évoquée en même temps, parce que très tabou, évoquée en forme de point d'interrogation, où évidemment on s'aperçoit assez vite que l'islam radical, aussi bien d'ailleurs pour les filles que pour les garçons, donne un manuel de prêt-à-penser et agit en fait, je dirais même, comme un antalgique d'action rapide. Voilà, c'est ça qui est intéressant.
Voilà, ça c'était pour un peu la clinique. La conclusion sur la clinique, c'est que quand je dis que l'objectif finalement et les moyens, c'est d'apprendre à penser autrui, je le dis parce que je trouverais intéressant d'en faire une question philosophique. Penser autrui, c'est une question philosophique. C'est pas uniquement pour des raisons intellectuelles que je dis ça, c'est parce qu'en faire une question philosophique, c'est peut-être le seul moyen d'avoir des réponses politiques plus complexes. Parce que si on reste sur des niveaux disciplinaires qui s'interpénètrent entre la socio, l'anthropo, la psychanalyse, la psychiatrie, on va avoir des réponses disciplinaires. Et je trouve qu'on a des réponses trop disciplinaires. D'ailleurs, je l'emploie aussi bien au propre qu'au figuré. Et du coup, si on en fait une question philosophique, c'est peut-être un moyen de questionner le politique en termes de complexité. Voilà. Maintenant, deuxième partie de mon truc, 5 minutes, bah c'est bien, c'est exactement ça, c'est la moitié. Je voulais raconter un peu l'expérience à la fois innovante et spécifique qu'on a vécue à Rives, chacun de son balcon. Mais c'était intéressant et moi, ça m'a tout à fait passionné. Et donc, la question, c'est la structure, c'est celle de l'équipe pluridisciplinaire. Je vais insister uniquement sur un élément, c'est la vie de l'équipe. Parce qu'on parle beaucoup, là j'ai beaucoup entendu les intervenants parler du vécu, des processus. Mais finalement, je trouve qu'on a décrit des fonctionnements institutionnels. Là, j'ai envie d'un peu de vous parler de la vie institutionnelle et pourquoi c'est important. La composition pluridisciplinaire, c'est comme un système à plusieurs entrées, à plusieurs pièces. Alors quand je dis pièces, c'est aussi bien des morceaux que des espaces. Comme ça, vous avez 2 représentations. Il y a la diversité des rôles et des grilles de lecture, éducatives, psychiques, familiales, religieuses, politiques. Cette simultanéité, elle reproduit dans l'environnement de sujet une nécessaire complexité, là où l'engagement radical a pour effet et pour fonction de tout simplifier, en fait, de faire régresser au niveau du bon, mauvais, du eux-nous. En fait, Francis Bacon disait, je crois que c'est lui, que la violence nous rétrécit. Donc nous, notre travail, c'est d'agrandir, enfin d'élargir, de créer des espaces et de favoriser le passage de la réalité interne à la réalité externe et réciproquement. Et ça me paraît, ce travail d'élargissement et de création des espaces, fondamental et préalable même à la question du contre-discours. S'il n'y a pas d'espace, il n'y aura pas de contre-discours. Donc ça se passe en amont. Et donc, avoir une équipe pluridisciplinaire, ça le permet. Ça le permet pourquoi? Alors on peut même rajouter qu'on arrive des référents géopolitique, des gens qui sont venus intervenir sur la géopolitique. Si on avait eu le temps, on aurait élargi encore à d'autres choses, mais bon, c'est terminé. Mais alors, pour que ça fonctionne bien, cette histoire d'élargir les espaces, il y a des conditions. Alors, je l'ai dit parce qu'on ne les a pas forcément remplies, mais on a essayé, on a commencé. Et puis moi, ça a poussé ma réflexion sur quelles sont les conditions pour créer une approche collective pluridisciplinaire. La première, c'est d'accepter que les périmètres de compétences des uns et des autres s'intersectionnent plus qu'ils ne cohabitent. Et donc c'est ce que disait Nora, il y avait une disponibilité, il y avait une relative interchangeabilité. Moi j'ai pu faire des entretiens à domicile, les éducateurs pouvaient tenir des rôles de soutien psychologique, j'ai fait des entretiens familiaux avec le référent cultuel. Et enfin, toute cette relative confusion des limites des champs d'intervention, pas des interventions, des limites des champs d'intervention, ça a un effet suggestif implicite, c'est que ça met au centre les relations et pas les fonctions, en fait. Et je trouve que c'est ça qui est fondamental, c'est que les gens, dans leur ressenti, dans leur représentation, dans leur mythologie, vont apparaître derrière leurs fonctions, puisque c'est ça, apprendre à penser, c'est être et non pas fonctionner. La deuxième chose, alors là qui est plus technique mais qui est aussi très importante, c'est de considérer que ce qui se passe dans les échanges au sein de l'équipe est aussi important que ce qui se passe dans les échanges avec les personnes, c'est-à-dire dans les entretiens. Là je parle en fait, alors quand je dis ça, ça a l'air évident pour tout le monde. La première fois que j'ai lu ça, j'ai trouvé aussi que c'était une évidence, mais en fait, ce n'est pas une évidence.
On est tous d'accord avec ça, mais je crois que beaucoup d'entre nous, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire, parce qu'on va dire, oui, il s'agit d'une cohérence institutionnelle, d'un équilibre, de la supervision éventuelle. Non, c'est pas de ça dont on parle. Ce dont je parle, c'est de la nécessité d'avoir une intense... C'est la mesure de l'activité clinique d'une équipe. C'est-à-dire qu'une équipe, si elle a une grande activité clinique entre elles, elle va susciter les processus d'affiliation. Une équipe qui n'a pas d'activité clinique entre elles, elle suscite pas d'affiliation. Elle remplit ses rôles et ses fonctions. Et bon, c'est pas de moi, hein, cette idée, c'est Christian Laval qui l'avait écrit dans son bouquin sur l'étude de la prise en charge des adolescents difficiles, où il avait montré que ce qui comptait, c'était pas tellement les décisions qui étaient prises, c'était la qualité des échanges au sein des équipes qui prenaient en charge les cas complexes. Parce que ça a un effet de résonance et de transfert. Et donc, chez nous, ça a enregistré son pic maximum lors des réunions mensuelles avec les SPIP, parce que c'était des réunions d'échanges, de désaccords et d'obligations à dépasser des désaccords. Et ça me paraissait fondamental dans la structure innovante. Voilà, donc pour finir, il s'agit de densifier les liens intersubjectifs, d'apprendre à penser l'autre, et comme ça, on s'éloigne de l'idée qu'il y aurait une vérité objective, une science objective, parce que le vivant n'est pas pur, il est impur, il est constamment adaptatif, et donc la vérité, elle est co-construite. Voilà, je n'ai pas eu le temps de vous parler de la famille, parce qu'évidemment, quand on parle de l'équipe, on pense famille. Évidemment, je suis thérapeute familial. Ça a été aussi un de mes rôles à Rives, recevoir les familles. Mais je dois dire que ça a été très difficile en vertu de la contrainte judiciaire, de la mesure individuelle, parce que là, on n'est pas du tout en psychiatrie, on n'a pas un symptôme fédérateur. On a une mesure individuelle, on a une mesure de contrainte, et le travail familial s'avère donc ardu.